Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la jeune recherche de l'ESDR 3C, donc l'équipe sécurité défense, renseignement, criminologie, crise, cybermenace. Une équipe de recherche pluridisciplinaire, variée, qui est faite d'enseignants-chercheurs, de jeunes chercheurs et également d'experts qui viennent du milieu professionnel de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, et j'en passe. Cette équipe, dirigée par Philippe Baumard, professeur des universités en sciences de gestion, a des axes de recherche qui sont absolument multiples, qui vont de l'étude des processus de radicalisation à la polémologie, en passant par la cybersécurité, les études de renseignement, la grande criminalité organisée et les criminalités émergentes, les enjeux de modélisation probabiliste, ainsi que ceux de la multiplication des crises. La diversité des apports disciplinaires et des questions de recherche réunies dans le SDR 3C est parfaitement représentée par le panel que je vais avoir le plaisir de vous présenter ce soir. Un panel de doctorants, doctorantes et jeunes docteurs et docteureux qui sont réunis aujourd'hui pour présenter leurs travaux. Je vais d'abord donner la parole à Céline Basset, doctorante en deuxième année en doctorat de sciences humaines et humanités nouvelles, spécialité sciences de gestion et de management, qui réalise sous la direction du professeur Patrick Boisselier une thèse intitulée « Sécuriser les sols, pierre angulaire de la sécurité nationale à l'ère des perturbations mondiales ». Céline, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Et je vais faire donc en sorte de respecter l'intégralité des règles qui sont pour ma thèse en 180 secondes, si je ne me trompe pas. Top chrono. Comment produire sans dépendance et sans intrants agricoles? Comment régénérer les sols dans les temps impartis pour nourrir les humains et les animaux? Quels sont les liens entre le sol et la sécurité nationale? Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a entraîné l'annulation de 6 855 vols et perturbé l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Imaginez un instant que cette situation dure des mois, voire des semaines ou des années. Les conséquences seraient dramatiques. Fini les imports d'engrais, fini les imports de pesticides, de semences, de pièces détachées, de machines agricoles, mais encore de carburant. Finis aussi les exportations. Nos magasins se videraient de leur nourriture et la population sombrerait rapidement dans l'insécurité. En réalité, la sécurité alimentaire est un pilier de la sécurité nationale. Hélas, aujourd'hui, toutes les deux dépendent des situations géopolitiques, des variations du marché, des perfusions externes, nécessaires pour compenser des sols dysfonctionnels, dévitalisés, fragilisés et qui ne sont plus capables de remplir leurs fonctions. Comme par exemple infiltrer et stocker l'eau, mais aussi rendre les nutriments du sol biodisponibles et fournir un système immunitaire aux plantes. Alors l'autre jour, j'étais avec mes collègues agriculteurs et élus et on a abordé ma question de recherche. Et si un sol en bonne santé était le pivot de la sécurité alimentaire et de notre sécurité nationale? Souvenez-vous d'ailleurs de la stratégie de guerre des Américains au Vietnam qui ont détruit les terres avec l'agent orange. Avec l'agent orange, afin de priver toute une nation de pouvoir produire et de s'alimenter. Finalement, en y réfléchissant, notre meilleur allié n'est-il pas le sol? Le sol, cette couche sur laquelle nous piétinons chaque jour, est l'une des ressources les plus vitales pour la survie de notre espèce. Il est à la base de notre système alimentaire, il définit le terroir, le territoire, la nation, dans son sens juridique. En bonne santé, le sol permet de produire des cultures nourrissantes, abondantes, sans coût de production, d'avoir de l'eau, d'assurer une stabilité sociale et économique d'une nation et de la sphère internationale. Finalement, le sol, c'est le socle de notre civilisation. J'ai donc morcelé les enjeux en deux temps. En premier lieu, je cherche à réparer l'outil des agriculteurs en accélérant la régénération du microbiote du sol, on est en microbiologie, de manière à ce qu'il puisse produire de la nourriture dans les temps impartis. J'utilise donc une méthode low cost et transférable aux agriculteurs pour élever les habitants du sol avec du vermicompostage. Dans cette expérimentation, on ensemence donc les sols pour accélérer la cicatrisation de celui-ci afin qu'il retrouve ses fonctions et nous offre à nouveau ses services. D'ailleurs, avec le professeur Lambert, nous sommes plutôt heureux car les résultats préliminaires sont significatifs. Puis dans un deuxième temps, une fois après s'être intéressé aux stratégies de réparation du sol, je me suis demandé comment le sol pouvait être compris et considéré par nos décideurs politiques et par l'ensemble des parties prenantes d'une société. Car actuellement, les agendas administratifs, politiques et économiques ne coïncident pas du tout avec l'agenda du sol. Nous avons oublié que les délais de cicatrisation n'étaient pas calibrés sur les besoins alimentaires d'une société. Et maintenant,
Ce sol ne vous apparaît-il pas comme un allié stratégique de sécurité? Je vous remercie. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Je vais maintenant introduire Anne de Bonguin, qui est docteure depuis le 30 avril 2024. Elle a réalisé sa thèse en sciences politiques et criminologie. Je ne sais pas encore, je pense. Elle a réalisé sa thèse en sciences politiques et criminologie sous la direction des professeurs du CNAM, Alain Bauer et Laurent Capelletti, soutenue sous le titre Situs, Altus, Illicitus. Je pense que mon latin est absolument déplorable. Une exploration de la face obscure du sport, éthique, performance et monde de l'illicite. Anne, c'est à vous. Alors, avec la décision de ce titre qui n'est pas tout à fait adapté avec les latinistes, n'étant moi-même non plus latiniste, c'est plus pour intéresser les personnes sur l'étude de cas qui a été choisie pour ce travail de recherche, qui a été soutenu du coup le 30 avril dernier, et qui est notamment les Jeux Olympiques, avec pour Paris de finir cette thèse avant les Jeux Olympiques de 2024 et de voir si les résultats de recherche étaient concluants par rapport à la décision et l'avenir, en tout cas en termes de géopolitique et de sciences politiques en général, par rapport aux décisions prises pour faire du sport un milieu plus sécuritaire. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, c'est un travail qui s'inscrit autant en criminologie qu'en sciences politiques. C'était un travail qui était liminaire et l'un des premiers en la matière, sachant quand même que l'Agence mondiale antidopage et toutes les thématiques qui sont traitées dans cette thèse, avec principalement le dopage et la question de la corruption des institutions sportives internationales, en tout cas de la corruption dans les institutions sportives internationales, il y a effectivement la volonté de traiter un sujet qui est encore extrêmement jeune. L'Agence mondiale antidopage, elle a été fondée en 1999. Donc ça fait aussi un sujet qui demande un certain travail de déblayage qu'a fait cette thèse et qui montre aussi d'une certaine façon ses fruits dans les grandes lignées à venir. Pour ce qui est de la décision de mettre en place des grandes thématiques en lien avec les menaces dans le sport, on a décidé d'identifier deux grandes menaces, parce qu'une troisième grande menace faisait beaucoup trop en termes de travail, d'études et de recherche pour bien cadrer et rester dans le cadre académique d'une thèse. Donc on s'est bien concentré sur les liens et les connexions entre le dopage et la corruption dans le sport, avec pour étude de cas les Jeux Olympiques, et aussi la nécessité à l'avenir, surtout, de travailler sur la question aussi de la sécurité des événements sportifs à l'international. Alors, pour ce qui est effectivement des conclusions de ce travail de recherche pour le dopage et la corruption dans le sport, au cœur des Jeux Olympiques, on peut observer qu'il y a énormément matière à faire, surtout dans le travail de coopération internationale, que ce soit à l'échelle géopolitique, c'est-à-dire entre les relations diplomatiques entre les pays, mais aussi pour tout ce qui est de la question de la coopération des polices. Voilà, pour pouvoir avoir de meilleures connexions en termes de, pour bien identifier et entraver, endiguer les trafics illicites, notamment le trafic illicite de produits dopants. Mais on observe surtout, et c'est le point fort de cette thèse, que ce trafic illicite de produits dopants, il est aussi nourri de manière interne avec les problèmes de corruption qu'on peut retrouver notamment dans le sport. Enfin, sur les ouvertures qui peuvent être intéressantes avec ce travail de recherche que j'ai réalisé et qui sont, parce que aussi je m'adresse à vous en tant que jeune docteur, mais je pense que c'est un milieu qui recherche encore beaucoup de personnes comme moi, c'est-à-dire qui ont envie de se lancer dans la recherche dans ce domaine-là. Et donc, je fais ce petit appel pour la fin de la conclusion de cette thèse pour savoir si effectivement d'autres personnes voudraient collaborer avec moi dans l'idée notamment d'étudier les manipulations des paris sportifs en lien avec l'apparition de plus en plus d'intelligence artificielle en termes de corruption, mais aussi sur la question du dopage génétique qui reste désormais maintenant, au lieu d'utiliser des substances dopantes, une manipulation à terme médical. Voilà, ce sera tout pour moi en tout cas et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Anne et encore félicitations d'avoir soutenu votre thèse. Merci. C'est un petit peu. À présent, je vais passer la parole à
Hamida Bouazi, qui va soutenir sa thèse début 2025. C'est une doctorante en sciences de gestion et en management qui a réalisé une thèse intitulée « Entreprendre en contexte de crise, cas des jeunes entrepreneurs au nord du Liban », sous la direction de Sony Persey, que je ne... Ah, là-bas. Merci beaucoup. Hamida, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Mon sujet, il traite de l'entrepreneuriat en contexte de crise, en particulier au Liban. Les jeunes entrepreneurs, comment peuvent-ils entreprendre dans un contexte qui est en crise, qui est en effondrement? On se demande comment on peut monter un projet lorsqu'il y a l'insécurité, lorsqu'il y a les confrontations entre les milices tous les jours, lorsqu'il y a les affrontements dans les rues, lorsque la majorité du peuple libanais ont des armes chez eux. Donc ça fait peur. Et aussi, il n'y a pas de financement. Pourquoi? Parce qu'il y a une dévaluation de la monnaie nationale qui a dépassé 98% de sa valeur depuis 2019. On se pose, est-ce qu'il y a encore de l'entrepreneuriat? Et quel sera le futur de ces jeunes entrepreneurs-là? La question est difficile et surtout, c'est difficile de leur poser la question. Comment peuvent-ils répondre à des choses dont ils ne sont pas sûrs et dans un contexte qui est sombre pour eux. Je me suis fait aider par des photos pour les aider à dégager quelles pratiques ils ont mis en place, comment ils ont pu dépasser ce chaos-là. Tout d'abord, juste un rappel, le Liban est un pays qui traverse une situation qui est complexe politiquement et économiquement. À cela s'ajoute la corruption. À cela s'ajoutent aussi les comptes des ménages qui sont bloqués dans les banques. Ils ne peuvent pas retirer leur argent. La question est difficile et la problématique a été changée tout au long de mes recherches. Et ce que je peux dire que c'était un défi pour moi de mettre en lumière une réalité qui est souvent négligée, c'est que ces jeunes-là, ils ont pu, malgré le contexte, à réussir un défi et à trouver des alternatives innovantes pour s'adapter à travers des stratégies de résilience, de bricolage, à s'entraider entre eux, à réinventer l'entrepreneuriat. Donc, c'est un travail qui dépasse les simples considérations économiques et il interroge les possibilités d'une vie plus équitable dans un contexte de crise où on peut ouvrir la voie à de nouvelles organisations où l'entrepreneuriat peut jouer un rôle crucial pour reconstruire, pour stabiliser des régions qui sont fragilisées depuis longtemps. Donc, mes recherches elles peuvent apporter ainsi des perspectives cruciales, surtout pour la sécurité, et parce qu'on montre comment l'entrepreneuriat, comment des pratiques entrepreneuriales peuvent, contre toute attente, devenir un rempart contre l'effondrement total. Et c'est par l'entraide entre eux, puisque l'État, elle n'existe pas, l'État, elle est corrompu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamida. J'invite Romain Choron à présent pour présenter ses travaux. C'est un docteur en histoire et en polémologie qui était dirigé dans sa thèse par Olivier Entraigues. Il a soutenu sa thèse en avril 2023 et elle portait plus précisément sur les combats souterrains de l'armée française dans les conflits non conventionnels, l'exemple de la guerre des grottes en Algérie 1954-1962. Il faut vous appuyer sur le bouton. Merci. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle donc Romain Choron, je suis officier dans l'armée de terre et je vais vous présenter ma thèse d'histoire en vous invitant à plonger dans un aspect souvent méconnu de la guerre d'Algérie, celui des combats menés dans des grottes. Oui, en effet, sous terre, on se bat aussi. Entre 1954 et 1962, les indépendantistes algériens s'appuient sur l'important réseau des grottes de l'arrière-pays montagneux pour inverser localement un rapport de force qui leur est devenu défavorable en terrain ouvert, notamment à partir de 1959. En quoi cette tactique de se battre sous terre a-t-elle en partie contribué au succès des indépendantistes algériens? C'est la question centrale de ma recherche.
L'objectif de ce travail est de déterminer et d'évaluer les solutions trouvées tant par les maquisards algériens que par les militaires français pour faire face aux défis et aux spécificités du combat sous terre. Pour effectuer ma recherche, je me suis appuyé sur les archives militaires de cette période, dont les informations ont été confrontées et complétées par une trentaine de témoignages de combattants ayant opéré dans ces grottes. En croisant des méthodes utilisées en histoire et en anthropologie, j'ai obtenu un certain nombre d'éléments de réponse à ma problématique. D'abord, sur l'origine de ce recours aux grottes. En Algérie, il remonte à l'Antiquité, avec un objectif simple, efficace et encore valable au cours de la guerre d'Algérie, à savoir user l'adversaire dans la durée en cédant du terrain contre du temps. Et le temps manque à l'armée française, surtout à partir de 1959, avec un pouvoir politique qui est pressé d'en finir avec cette guerre. Autre résultat, celui des conditions d'adaptation des adversaires dans le milieu souterrain. Le milieu souterrain n'est pas ou peu connu d'un point de vue doctrinal et pratique par l'armée française. Face à ce que j'ai qualifié d'un impensé de la guerre, l'armée française va s'adapter en créant des unités spécialisées dans le combat des grottes, notamment des unités spécialisées dans l'emploi de l'arme chimique qui permet d'éviter aux militaires français de pénétrer dans la grotte. Au contraire, pour des raisons principalement culturelles, la représentation du monde souterrain des indépendantistes, notamment les montagnards, leur permet de vivre plus aisément dans les grottes. Pour conclure, l'utilisation tactique des grottes par le Front de libération nationale a été une application régionale de stratégie de harcèlement, efficace malgré l'adaptation rapide de l'armée française. Enfin, force est de constater que les armées occidentales privilégient les études sur les milieux aériens, terrestres, maritimes, au détriment du milieu souterrain. Travailler sur la guerre souterraine conserve néanmoins toute sa pertinence, comme le confirme l'actualité au Moyen-Orient, notamment avec la guerre entre Israël et le Hamas, où en octobre 2023, ce dernier a lancé une offensive manifestement pensée à partir des tunnels préalablement construits pour mener cette attaque. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Romain. Je vais passer sans plus tarder la parole à Julien Marx, qui est doctorant en 3e année de thèse, qui s'inscrit dans les domaines du renseignement, de l'antiterrorisme, de la médecine de catastrophe. Il est dirigé dans ses travaux de doctorat par les professeurs Alain Bauer et Benoît Vivien du SAMU de Paris et prépare une thèse intitulée « Du renseignement médical à la médecine contre-terroriste pour une approche défensive de la santé publique ». Merci. Bonjour à tous. Nous nous souvenons tous de deux dates qui ont changé l'histoire récente, le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2015. Ces dates nous ont marqués car elles ont eu à la fois des conséquences collectives, géopolitiques, sociales et individuelles, des vies perdues ou brisées. En tant qu'ancien soignant de réanimation, je suis attentif au fait de perdre des vies, surtout quand ces pertes sont évitables. Si on ne peut pas encore guérir certaines maladies ou repousser les limites de la mort, on peut par contre anticiper certaines menaces pour la santé publique par l'utilisation d'une spécialité de renseignement intitulée renseignement médical, originaire des États-Unis pendant la guerre froide, qui consistait à évaluer la dangerosité d'un champ de bataille avant d'envoyer les troupes et de les mettre en difficulté. La continuité de cette spécialité de renseignement s'intitule la médecine contre-terroriste, qui, elle, date de post-2001 et est encore récente dans la littérature internationale. Le but de mon sujet de thèse est d'explorer ces disciplines hybrides à la croisée de la science, de la défense et de la santé pour tenter de les mettre en symbiose. Cette symbiose s'exercerait sur 3 axes. Le renseignement pour la protection de la santé publique, notamment avec la dimension épidémique, le renseignement pour la protection de l'infrastructure sanitaire, les hôpitaux ayant régulièrement été victimes d'attaques ces dernières années, et le renseignement pour la sécurité publique. Tels que modélisés à ce jour, les champs d'application de ces spécialités sont multiples. Menaces infectieuses, épidémies, sciences vétérinaires et bioterrorisme, attentats, gestion chirurgicale et réanimatoire, qu'ils soient balistiques, explosifs ou à autres technologies, détection sanitaire des armements, conséquences sanitaires des armements émergents tels les drones offensifs ou plus récemment les beepers piégés, protection de l'hôpital face à une attaque, qu'elle soit physique ou bien liée à la désinformation sanitaire,
Et enfin, détection précoce des agresseurs de multiples victimes par arme blanche. Ma méthodologie de recherche se base sur le retour d'expérience opérationnelle dans les services hospitaliers, particulièrement concernés par ces sujets. Le retour d'expérience est une source majeure de réflexion dans les sociétés savantes médicales et tente de répondre à la question « Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire dans une situation à laquelle on a été confronté et qui nous a mis en difficulté ?» La discipline racine de ce sujet est le renseignement et s'attache à deux notions fondamentales, l'information et le temps. L'information rappelle les 5 sens. Sans information, nous sommes aveugles, sourds, incapables d'avancer. Mais posséder l'information nous permet d'analyser pour mieux anticiper. Le renseignement, par ailleurs, est aussi un duel permanent avec le temps. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut en gagner. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut éviter certains futurs pour préserver des vies plutôt que risquer de les perdre. Merci pour votre attention. Vous pouvez rester là où vous êtes. Bougez pas. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter Juliette Villeroy, qui travaille sous la direction de Clotilde Champérage du CNAM et de Bénédicte Lavaux-Legendre du CNRS Université de Bordeaux. Juliette Villeroy est en 4e année de doctorat. Sa thèse en sciences humaines et humanités nouvelles, spécialité sécurité-défense, sociologie et psychologie, porte sur, et c'est son titre plus précisément, la structuration des acteurs de la traite des êtres humains en France. Bonjour à tous, je vous remercie Madame Couder pour cette introduction. Je travaille en effet sur les réseaux de traite des êtres humains en France, plus particulièrement sur les profils des criminels qui les composent. Je suis épaulée dans cette mission par l'encadrement de l'ESDR 3C et plus particulièrement par mes directrices de thèse, dont une est ici présente, Madame Champérage, à qui je tiens à exprimer ici toute ma gratitude puisque l'on me prête pupitre. Avant de développer ma stratégie de recherche, j'aimerais revenir sur ce qui est la traite des êtres humains, ou TEH, puisque j'ai que 3 minutes. Et pourquoi il est important de l'étudier. La TEH est l'aboutissement criminel d'un processus protéiforme et souvent transnational, par lequel des personnes sont placées et maintenues en situation d'exploitation à des fins lucratives. La traite des êtres humains comprend l'exploitation sexuelle, le travail forcé, l'esclavage domestique, le trafic d'organes, la criminalité et la mendicité forcée. Selon les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, cette forme de trafic est l'une des plus rémunératrices au monde. Elle générerait jusqu'à 150 milliards de dollars de profit par an. Le nombre de victimes à travers le monde chaque année est estimé à 25 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants. Plus inquiétant encore, la proportion d'enfants victimes a triplé en 15 ans d'après l'ONUDC. Ce phénomène est une réalité qui touche fortement la France, partout sur son territoire, avec une implication du crime organisé. Aujourd'hui en France, le phénomène se sophistique, s'étend et intègre de nouveaux outils, protocoles et acteurs. En France, en 2022, 4400 victimes d'une ou plusieurs formes d'exploitation ont été repérées. Les femmes demeurent les principales concernées puisqu'elles représentent 82% de l'ensemble des victimes. Elles représentent également 96% des victimes d'exploitation sexuelle. Les enfants représentent, eux, 16% des victimes. Un chiffre qui, en France aussi, n'a de cesse d'augmenter chaque année. Comme vous pouvez le constater, si la connaissance des victimes s'exprime par ordre de grandeur, bien que vertigineuse, elle n'en reste pas approximative et lacunaire. Ce n'est rien comparé à notre méconnaissance des auteurs. Je défends la thèse ici que s'intéresser aux auteurs, mieux comprendre leur socialisation, investir dans leur réinsertion est l'unique moyen d'endiguer un phénomène criminel. Ma recherche s'inscrit dans un cadre multidisciplinaire, criminologique, sociologique, psychologique et juridique. Ainsi, la question principale de mon travail est la suivante. Existe-t-il un lien entre la structuration des auteurs de traite des êtres humains en France, leur profil socio-psychologique et le type d'exploitation qu'ils animent? Pour ce faire, je réalise des entretiens biographiques et des tests psychométriques auprès de personnes condamnées pour leur implication dans une organisation de traite des êtres humains. Je me rends donc dans des établissements pénitentiaires, principalement de la région parisienne et marseillaise, afin de rencontrer ces personnes détenues. Je cherche ainsi à mieux connaître les profils de ces auteurs afin de mieux les faire connaître. Cela au profit des forces de sécurité intérieure, des autorités judiciaires et de l'administration pénitentiaire. L'objectif final étant de mieux repérer les personnalités des auteurs afin d'empêcher leur récidive. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. Enfin, dernier doctorant du panel, mais le plus récemment inscrit en doctorat de tous ceux présents sur cette table, Pierre-Guy Yazdani.
je vais garder le micro 2 secondes si vous voulez, est un doctorant de première année de thèse, spécialisé dans les sciences humaines, neurosciences et dans le cyber, ou la cyber, je ne sais jamais, vous préciserez peut-être vous-même. Sous la direction de Philippe Baumard, il prépare une thèse intitulée « Intelligence générative ou subversive, les déterminants cognitifs de l'ordre public ». C'est à vous. 3 minutes, c'est peu pour parler d'une thèse, donc parlons peu, mais parlons bien. Ma thèse, c'est une rédemption, puisque j'ai été chargé pendant, on va dire, quelques temps, pour rester politiquement correct, de violer vos esprits, et pas pour le compte de vendeurs de yaourt, parce que ça va encore, mais pour le compte de ce qui restait de la France-Afrique, pour ce qui restait des l'évasion fiscale qui veut mettre la pression sur les juges, et tout ce genre de beau monde. C'est donc une rédemption, parce que moi j'étudie la façon qu'ont des gens de vous faire croire que ce que vous croyez, vous l'avez choisi vous-même. Voilà. Alors la méthode, elle est compliquée, parce qu'il y a 2 mondes qui cohabitent. Il y a un ancien monde avec des gens que vous connaissez, ça va de Lénine jusqu'à Toller, en passant par Bernès. Et puis il y a aussi d'autres gens que vous ne connaissez pas et qu'il est difficile de connaître, ce sont ceux qui programment les intelligences artificielles, qui aujourd'hui permettent à des agents subversifs de changer complètement la nature de la subversion, alors non seulement sa nature, mais aussi l'échelle. L'échelle, tout le monde le voit, vous avez des botnets qui passent leur vie sur Twitter à monter des sujets, et il y a un autre problème, c'est que votre subjectivité, maintenant, elle ne vous appartient plus beaucoup, puisque si les Lumières ont permis un retour sur le savoir et questionner ce savoir, et la figure la plus importante là-dedans, c'est le journal intime. Aujourd'hui, le journal intime, c'est des données qui sont dans la Silicon Valley. Ça, c'est un constat qui fait qu'aujourd'hui, votre subjectivité, c'est plus juste de l'agite-propagande ou de la guerre culturelle ou des relations publiques qui s'y intéressent. Maintenant, c'est des automates. Et vous pensez que c'est de la science-fiction, mais non. En 2019 et en 2020, le principal responsable des pogroms en Inde, à part bien sûr les auteurs des pogroms anti-musulmans, c'était l'algorithme de Meta. Voilà. Donc ma recherche, elle est forcément interdisciplinaire, parce que je dois dire autant Lénine que des auteurs qui parlent d'informatique théorique. Et ma question de recherche, pour l'instant, elle est la suivante. C'est comment ces intelligences génératives, elles redéfinissent la notion de subversion, et donc comment faire pour créer de nouvelles techniques de subversion qui ne soient pas du contrôle social. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir une dernière fois et remercier l'ensemble des personnes à cette table pour leur présentation.